Élections législatives 2023 au Bénin, 7 partis politiques en lice, 3 se réclamant de l'opposition et 4 de la mouvance présidentielle. Une campagne électorale qu'on espérait plutôt très enthousiasmante, mais qui, à l'observation, semble avoir suscité peu d'engouement. Si les partis politiques de la mouvance n'ont pas vu autrement s'impliquer, le chef de l'État, Patrice Talon, l'opposition, notamment le parti Les Démocrates, a vu lui venir en renfort l'ex-chef d'État Boni Yayi et également président d'honneur du dit parti. Entretien, analyse pour le point de la campagne électorale comptant pour le scrutin du 8 janvier prochain. Mon invité est Rachidi Odo, expert en communication politique, directeur général de Africa Stratégie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Pessoyo, merci de votre invitation. Alors, nous allons faire le point de la campagne électorale qui est en train de s'achever là. Oui, comme vous le dites, la campagne électorale est en train de s'achever pendant que nous sommes en train de faire cette émission. Oui. Et je peux vous dire que mon analyse est beaucoup plus influencée par les réalités du terrain politique, loin des conceptions virtuelles, des réseaux sociaux, des imaginations, des spéculations. C'est que durant toute cette campagne électorale, il y a des réalités du terrain politique qui s'observent et qui se dégagent. Laquelle réalité, si vous pourrez en parler? Non, c'est que les populations, bien que conscientes du rôle du parlementaire, le savent. Elles savent très bien que le député vote les lois contre l'action du gouvernement, n'ont de cesse, durant toute cette campagne électorale, de poser aux candidats qui viennent rencontrer. Je vous rappelle que ce que je dis, c'est ce que j'ai constaté sur le terrain. Vous étiez sur le terrain? Oui, j'étais dans plusieurs circonscriptions électorales, au nord, au sud, au centre, à l'est, et les populations expriment des préoccupations qui sont liées à leurs conditions existentielles. Vous rencontrez des électeurs qui posent encore des problèmes liés à l'eau potable, parce qu'il faut le reconnaître, en dépit des efforts qui ont été déployés, on est passé de 42% en 2017 à un peu plus de 80% maintenant en termes de taux de couverture en matière d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, mais la réalité est que certaines localités, certains villages aujourd'hui de notre pays ne sont pas encore approvisionnés en eau potable. Vous avez des populations qui posent des problèmes liés aussi à l'électricité et surtout en emploi, les questions de jeunesse. Et qu'est-ce que les candidats répondent? C'est que c'est aussi quelque part l'enjeu de ce scrutin, faire en sorte que tous les problèmes que les populations posent puissent quand même avoir des réponses avec le Parlement qui sera en place, avec la nouvelle législature. Donc, au-delà de cette réalité, vous allez constater que nous avons assisté à une très belle fête électorale. Vous avez vu à travers le pays les candidats et les partis politiques se déployer. Je trouve que c'est quelque chose qui est très bien. Et ceux qui aiment bien cet aspect plus ou moins folklorique de la démocratie sont bien servis maintenant. Et je pense que pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, nous allons devoir faire d'autres débats que celui de déficit de démocratie, recul de démocratie et tous les discours qui sont. Finalement, est-ce que, ma question pour vous est de savoir, est-ce que le terrain a été, est-ce que vous avez été aux côtés autant des partis de la mouvance que de l'opposition, et est-ce que le terrain a été facile, sinon abordable, aux partis de la mouvance? Est-ce que finalement, sur le terrain, ils n'ont pas accusé le coup de ressenti, de frustration populaire? Non, je ne pense pas. Les populations, hier comme aujourd'hui, expriment les mêmes préoccupations. Sauf que leurs préoccupations touchent l'action publique. C'est-à-dire que si, depuis que nous sommes devenus indépendants,
l'action publique avait été déployée d'une certaine manière dans le sens réel de la satisfaction des besoins essentiels des populations, je pense qu'aujourd'hui, on aurait déjà fini avec les fondamentaux. Mais du fait que pendant plusieurs décennies, nous sommes restés partisans de l'immobilisme, de l'approximation, nous ne sommes pas allés dans le concret. On n'a pas opté pour une action publique qui règle les problèmes en profondeur. On a préféré des solutions superficielles, des solutions qui ne durent pas. Ce qui fait que aujourd'hui, on peut quand même regretter que certaines localités de notre pays soient difficilement accessibles, que les populations de certaines localités n'aient pas accès à l'eau potable, que certains villages ne soient pas électrifiés, malgré les records en la matière à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon. Donc, quand vous parlez de terrain difficile, je ne sais pas à quoi vous faites allusion concrètement, peut-être vous allez vous exprimer, mais les populations, les candidats en face expriment des besoins, expriment des préoccupations qui sont liées à la qualité de leur vie. Oui, et donc, il revient, et il est revenu à chaque fois aux candidats d'apporter des réponses, d'apporter des approches de réponse et de leur dire en quoi le prochain Parlement doit pouvoir contribuer à la résolution de tous ces problèmes. Et justement, à ce niveau, est-ce que vous aviez eu le sentiment que ces candidats-là obtiendront gain de cause au soir du 8 janvier? Parce que nous avons droit à des élections qui engagent les partis de l'opposition. Et du coup, on ressent vous avez dit à l'entame de vos propos que la fièvre électorale sur les réseaux sociaux est différente sur le terrain, mais on a vu, pour nous qui avions observé sur les réseaux sociaux et tout, un engouement mais extrême pour la participation de l'opposition à ces élections. Et finalement, ma préoccupation, c'est est-ce qu'on risque d'avoir un Parlement aux couleurs de l'opposition ou de la mouvance? Non, moi je pense que nous nous apprêtons à vivre dimanche 8 janvier 2023 une journée de vérité et de désillusion. Je suis très sincère avec vous. Ça va être une journée de vérité et de désillusion. Je pense que finalement, il y a certains débats qui prendront définitivement fin dans notre pays. La fièvre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, comme vous le dites, il y a des partisans de l'opposition qui s'expriment plus. Il y a aussi des partisans, des militants des partis de la majorité présidentielle qui ont compris que la bataille, le combat, ce n'est pas un monde virtuel, c'est dans la réalité que vivent au quotidien les populations de nos villes et campagnes. Et donc, à partir de cet instant, moi, je n'ai qu'une seule fois, et vous aussi, attendons le 8 janvier. Mais je pense que la probabilité est très très forte que nous assistions à une forte désillusion. Et j'espère que quand ce moment sera là, quand cette désillusion va se produire, on ne va pas entendre d'autres discours. Parce que, vous savez, ce qui est très dur dans la désillusion, c'est d'être moins préparé à ça. Quand vous êtes moins préparé à la désillusion, vous recevez ça comme un choc psychologique. C'est difficilement supportable, c'est difficilement acceptable. Et ça pourrait créer des tensions post-électorales. Non, je ne pense pas que des tensions post-électorales soient possibles si elles ne sont pas déjà préparées maintenant. C'est pour ça qu'il faut maintenant déjà être préparé psychologiquement à toutes les éventualités. Autant la mouvance que l'opposition. Je m'adresse à tous les camps. Okay. Vous voyez, c'est parce que vous avez parlé d'un Parlement aux couleurs de l'opposition, vous voyez un peu oui. l'orientation. C'était dans les deux sens. Je me demandais, est-ce qu'on aura un Parlement aux couleurs de l'opposition ou de la mouvance? Bon, de toutes les façons, quelle que soit la couleur du Parlement, ça va être, le Parlement sera le reflet du choix du peuple béninois dans sa diversité, dans son ensemble. Alors, c'est ça qui est la chose la plus importante. Je suis d'accord avec vous. Rachid Diodio, l'autre chose qui a marqué la campagne électorale est la forte présence de l'ex-chef d'État, Boniaï, également président d'honneur du parti Les Démocrates. Qu'en dites-vous?
finalement. Alors, c'est une très bonne chose. L'ancien président de la République, Boni Yayi, est un citoyen béninois qui jouit de ses droits civils et politiques, qui jouit de sa liberté d'aller dire. Ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose qui lui a manqué. Ça lui a manqué depuis 7 ans. Être dans la foule, l'effervescence, la chaleur de la population. Il a fait ça pendant 10 ans. Il en a fait un art de vivre. Et dès que le moment de la fin est arrivé, il a eu du mal à s'adapter. C'est ça qui a expliqué les problèmes qu'il a eus au début du régime. C'était des problèmes liés essentiellement à l'adaptation, à la réadaptation. Mais cette campagne électorale, comme les autres à venir, cette campagne électorale lui a donné l'occasion de se défouler, de prendre des bains de foule, de s'exprimer, de reprendre la tonalité du discours de sa décennie de gouvernance. C'est quelque chose qui est bien. Et je pense que si c'est ça que certains d'entre nous pensent qu'il manquait à notre démocratie, pour que notre démocratie soit plus complète, c'est tant mieux. Maintenant, dans le fond, il faut regretter que l'implication de l'ancien chef d'État Boni Yayi dans cette campagne électorale se soit déroulée en violation flagrante du code électoral. Et ce que je veux dire, à la matière, est-ce que le code électoral ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui aiment bien tomber à bras raccourcis sur les autres qui ne disent pas peut-être ce qu'ils veulent entendre, qu'ils l'écouteraient bien et qu'ils aient le code électoral. Parce que si on parle de code électoral, c'est pas la peine. Vous savez, j'ai un niveau d'analyse qui ne me permet pas de raconter des inexactitudes. L'article 48 du code électoral dit que ce sont les partis politiques et les candidats seuls qui sont autorisés à faire la campagne électorale. Article 48. Si vous avez le code électoral, vous pouvez le lire. Donc, à ce niveau, la question qu'il faut se poser, est-ce que l'ancien président Boni Yayi est candidat? Non. Est-ce que l'ancien président Boni Yayi, en lui, représente le parti Les Démocrates dans cette campagne? La réponse à ce niveau peut ne pas être systématiquement non. Mais moi, je pense que non. Vous pouvez ne pas être d'accord, d'autres peuvent ne pas être d'accord. Puisqu'il est le président d'honneur du parti. Il est le président d'honneur du parti Les Démocrates, mais ses sorties se déroulent en dehors de l'agenda de campagne du parti Les Démocrates. Le parti Les Démocrates a une structure de campagne. Mais la campagne est ouverte, M. Oyo. Alors, allez-y. Alors, vous avez, si vous prenez allez-y, ça va être très bien. Ça va être bien. Allez-y. La campagne est ouverte. Le parti Les Démocrates a un agenda de campagne. OK? Il y a une structure de campagne. Alors, si vous estimez que toutes les sorties du président Boni Yayi sont considérées comme les sorties organisées par le parti des démocrates, contrôlées par le parti des démocrates, je ne discute pas avec vous. Mais je sais que ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent et qui peuvent apprécier objectivement peuvent répondre. L'ancien président Boni Yayi fait ses sorties conformément à son agenda à lui. Et même en tant que président d'honneur du parti des démocrates, ces activités de campagne doivent s'inscrire dans le cadre des activités de campagne de son parti ou des candidats. Si c'est le cas, on passe à autre chose. Article 50. Article 50. Code électoral. Il est formellement interdit de faire la campagne électorale sur les voies publiques. C'est interdit par le code électoral. Vous n'occupez pas les voies publiques. Vous avez vu les vidéos des rassemblements parfois improvisés que nous avons vus autour de l'ancien président Boni Yayi. Le cas le plus illustratif de cette violation de l'article 50 du code électoral, c'est à Gogoum, où la voie bitumée a été littéralement occupée pendant des heures. Pendant des heures. C'est interdit, madame. C'est interdit par le code électoral. C'est interdit. Troisième chose, article 51. L'article dit que les réunions électorales, ce que vous appelez les meetings,
doivent se dérouler conformément à la loi sur les rassemblements et les manifestations publiques. Et l'aspect de cette loi qu'il faut mettre en lumière ici, c'est l'aspect qui permet de garantir la sécurité de ces rassemblements. Je ne pense pas que ces regroupements de population, parfois dans un franchement désordre qui ne nous ressemble plus, ces choses-là ne nous ressemblent plus depuis un certain moment. Je ne pense pas que ces rassemblements se soient déroulés conformément à la loi sur les manifestations publiques et les rassemblements. Ce qui a fait que parfois, les forces de sécurité ont été mises devant le fait accompli. Parce que quand vous faites un rassemblement, qu'est-ce que vous faites? Vous informez au moins le commissariat de police pour qu'on puisse assurer la sécurité de votre rassemblement. Et ça doit quand même, la demande doit être faite un certain nombre de jours avant votre rassemblement. Ce n'est pas qu'on est là et puis un bon après-midi, on constate seulement un rassemblement de foule. Et les agents de sécurité vont commencer à se dire mais qu'est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de débordement. On rend grâce à Dieu qu'il n'y ait pas eu de débordement, même si les conditions étaient remplies de toute manière. Il y a eu quelques actes mineurs ou majeurs de provocation face auxquels les personnes qui pouvaient répondre ont gardé leur sérénité. Sinon, on serait en train de parler d'autre chose actuellement. Mais globalement, c'est ce que je peux vous dire. Monsieur Boni-Yayi, en tant que président d'honneur du Parti des démocrates, a le droit de participer à la campagne. Mais il participe à la campagne dans le cadre de ce que le parti politique, les démocrates, a mis en place comme agenda de campagne. Ce qu'il fait, c'est un agenda personnel. Et vous avez vu, les démocrates passent par le parti national et l'ancien président Boni-Yayi, dans ses sorties, a ciblé, je dirais, des communautés bien précises, des arrondissements bien précis dans certaines communes, dans certaines circonscriptions électorales. Pour lui qui a dirigé la nation tout entière pendant 10 ans, il est en train de finir ses sorties avec à la clé peut-être le tour de 6 ou 7 ou plus circonscriptions électorales sur 24. Je pense que ces choix aussi renseignent la suffisance sur les caractéristiques et la philosophie qui ont gouverné les 10 ans de gestion de l'ancien président Boni-Yayi. Donc c'est ce que je peux vous dire concernant l'implication, la participation de l'ancien président Boni-Yayi à cette campagne électorale. Mais au-delà, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le plus grand démocrate de cette élection, c'est Patrice Talon. Parce que même Boni-Yayi, pendant qu'il était au pouvoir, ne laisserait pas faire. Vous-même, vous avez été dans ce pays. Quand Boni-Yayi était au pouvoir, il y a des choses qui ne pouvaient pas se passer. Il y a des choses qui n'étaient pas possibles. Mais le fait que les autorités aient fermé les yeux là-dessus, ce que je pourrais appeler la complaisance ou laxisme qui peut rencontrer l'assentiment d'une certaine partie de la population, c'est peut-être quelque chose aussi qui concourt à préserver et promouvoir la paix au cours donc de cette campagne électorale, en tout cas dans tout le processus électoral. Donc il faut remercier, féliciter les autorités qui ont laissé faire, qui ont fermé les yeux, qui ont fait comme si tout se passait normalement, alors que je viens de vous démontrer que tout ne s'est pas fait normalement concernant les sorties de l'ancien président Boni-Yayi. Mais c'est la fête électorale, c'est la démocratie, et puis on avance. Alors, M. Rachid Diodio, vous avez, pour fonder votre analyse, énoncé les articles 48, 50 et 51. Oui. Alors, déjà, j'aimerais revenir sur quelques points. Je pense que, autant vous que moi, on n'a aucun élément nous permettant de dire que l'agenda de l'ex-président Boni-Yayi, l'agenda personnel de l'ex-président Boni-Yayi ne sait pas faire, incluant l'agenda national
l'agenda officiel de la campagne nationale du Parti des démocrates. Et derrière aussi, je me dis, mais attendez, lorsqu'un leader politique pour une élection doit aller à l'assaut des populations, il va généralement à l'assaut des populations des zones qui lui sont acquises. Et en ce sens, nous savons tous que Yahi Boni, l'ex-président Boni Yahi, son fief électoral est le Nord. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous vous fondez sur le fait que M. Boni Yahi soit allé s'installer au Nord pour ne pas... Je n'ai pas parlé du Nord. Faites attention. Non, j'assume complètement. Et du coup, je me dis, est-ce que... Et on a vu aussi, même ici à Cotonou, des caravanes, des partis politiques sur la voie publique. Du coup, est-ce que, ma question finalement, c'est, est-ce que ce n'est pas trop tiré par les cheveux, monsieur Lodo? Non. Vous savez, moi, je ne suis pas le genre à tirer quoi que ce soit. J'ai évoqué des dispositions précises du code électoral. Si vous voulez le prendre à défaut sur ce que je dis, prenez le code électoral, lisez et démontrez-moi que ce n'est pas vrai. Alors, vous avez fait un certain nombre de relances et avec beaucoup de plaisir, je vais essayer de vous répondre. Vous savez déjà très bien ça. Non. C'est juste pour comprendre. Bien sûr, disons les choses très clairement. L'ancien président Boni Yahi n'est pas tenu de faire campagne dans toutes les circonscriptions électorales. Moi, dans mon analyse, j'ai fait remarquer qu'il a fait campagne dans certains arrondissements, dans certaines communes et dans certaines circonscriptions électorales. Et que les communautés qu'il a ciblées nous ramènent à une certaine réalité. Constatez avec moi qu'il a été à Kédouche-Droit, ensuite à Idini, qu'il a été à Kilibo, dans la commune de Wessem. Kilibo, c'est dans la commune de Wessem. Et puis après, qu'il a été à Tambou. Et puis après, qu'il a été à Perere. Après, il allait saluer l'empereur de Liki. Oui, il allait à la cour royale de Liki. Et puis, après, il a été annoncé à Banikwara et à Cotonou. Mais ce que vous dites doit amener justement. Vous avez raison, hein. Je t'ai dit qu'il n'est pas tenu. Et vous avez parlé de fief. Vous avez parlé des zones qui lui sont acquises. Je vous remercie pour cette précision, madame. Et c'est ça qui doit amener ceux qui voient déjà aujourd'hui un Parlement, les vieilles législatures, qui pourraient être aux couleurs de l'opposition, de se désillusionner. Ah, c'est très important. Parce que ce scrutin se gagne d'abord circonscription électorale par circonscription électorale. Et par circonscription électorale, il y a un certain nombre de sièges à pouvoir. Les démocrates, puisque n'ayant participé encore à aucune élection, on se demande, il y a un premier défi pour ce parti politique, c'est de remplir le critère du seuil de représentativité. Les 10% pour être éligibles à l'attribution des sièges. Je ne dis pas s'ils sont capables de le faire ou incapables de le faire, ce n'est pas mon problème. Je rappelle la réalité. Ensuite, il faut gagner les élections, circonscription par circonscription. Alors, pendant que le président Boni Yahi a choisi certains arrondissements, dans certaines communes, dans certaines circonscriptions, pour faire son show, pour prendre son bain de foule, pour se nourrir un peu de la chaleur des populations, parce que pour lui, c'est une certaine thérapie psychologique pour lui. Personne ne lui en veut pour ça. Mais comprenez que cela ne détermine pas les performances du Parti des démocrates aux élections. C'est tout ce que je veux vous dire. Et qu'après, qu'on ne dise pas, malgré toutes les foules que nous avons vues sur les réseaux sociaux, derrière le président Boni Yahi, le Parti des démocrates n'a pas pu faire ci. Non, c'est faux. Il y a eu fraude, il y a eu cela, il y a eu manipulation, il y a eu supercherie. C'est pour ça que je parle de la désillusion, peut-être de la grande désillusion. Donc, c'est très important. Même lorsqu'il va dans une circonscription électorale, il va dans un arrondissement. Les autres arrondissements de la commune sont laissés de côté. Les autres communes de la circonscription électorale sont laissées de côté. Pendant ce temps, que font les partis de la majorité présidentielle? Une campagne électorale, village par village, hameau par hameau, quartier par quartier, et dans une certaine mesure, arrondissement par arrondissement. Les résultats ne peuvent pas être les mêmes pour un concurrent qui préfère la première approche
et pour l'autre concurrent qui a opté pour l'approche que je viens de vous décrire. Donc, ce que vous dites, c'est juste, mais ça doit pouvoir aussi vous préparer à toutes les éventualités par rapport au scrutin du 8 janvier. C'est ce que je peux vous dire. Alors, Rachid Odo, pour sûrement finir cet entretien analyse, nous allons parler des enjeux du scrutin des législatives de janvier 2023. Que sont-ils? Non, je pense que, au fond, il y a un seul enjeu. Mais, par complaisance analytique, ça ne veut pas qu'il y ait de la complaisance dans l'analyse. bien sûr, par complaisance analytique, je vais quand même le céder en deux. Sinon, il y a un seul enjeu. Alors, la partie la moins importante de cet enjeu, c'est bien deux, ça concerne les électeurs virtuels. C'est-à-dire que ceux qui sont dans les injures, les insultes, les attaques à longueur de journée sur les réseaux sociaux, parfois de la désinformation, il y en arrive beaucoup ces derniers temps. Alors, ce sont des personnes qui veulent absolument un parlement où ça se bagarre, les parlementaires s'entre-déchirent, où l'on assiste à des dérives verbales qui n'apportent au fond rien à la démocratie, mais qui compromettent en réalité notre vivre ensemble, le festival des logorés, tout ça. Il y en a qui veulent ça parce que nous avons vécu ça par le passé. Donc, bien évidemment, pour cette catégorie très minoritaire d'électeurs, il y a 6 600 000 électeurs, un peu plus. Voilà. Alors, l'enjeu pourrait bien évidemment, c'est de ramener le débat pluriel au Parlement, même faire en sorte que l'opposition prenne le contrôle du Parlement. Et l'enjeu, justement, c'est que ces électeurs sont plus réceptifs au discours de haine contre Talon, au discours sur la démocratie, sur l'état des droits, sur les libertés, au détriment du développement palpable, visible, concret que l'on voit depuis 2016 et qui est là. C'est-à-dire que notre pays vient de très loin et nous sommes à un niveau inimaginable et nous sommes encore capables d'aller très loin. C'est pour ça qu'il nous faut un certain type de parlement pour continuer cette marche vers le progrès. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et puis pour cette catégorie minoritaire d'électeurs, ça peut se comprendre, c'est des choix de vivre. Ils veulent seulement qu'au Parlement, on parle de démocratie, on critique, on s'attaque, on s'insulte, comme ça, c'est d'ailleurs. Bon. Et puis il y a l'enjeu pour la majorité des électeurs. Ces électeurs que j'ai eu le bonheur d'écouter durant cette campagne. Madame, ce que je vous dis, c'est une réalité à un moment donné qui déchire le cœur. Lorsque vous vous rendez dans certaines localités de ce même Bénin et vous vous rendez compte que les gens manquent encore de l'essentiel. Pas parce que rien ne se fait, mais parce que malgré les efforts, il faut continuer à multiplier les efforts encore pour régler tous ces problèmes. Alors, c'est de se demander si, pour cette deuxième catégorie d'électeurs, bien évidemment, ces électeurs seront réceptifs au discours de la haine contre Talon, au détriment de tout ce que l'on a obtenu comme acquis sur le plan du développement depuis 2016. En termes d'accès à l'eau potable, d'accès à l'électricité, aux infrastructures marchandes, aux infrastructures de santé, en termes même d'amélioration des conditions de vie. Vous avez vu encore récemment un certain nombre d'initiatives et de mesures qui sont prises, en termes aussi d'inclusion sociale. Et là, je peux vous répondre sans équivoque, non, ces populations ont déjà fait leur choix. C'est très important que les électeurs virtuels le sachent. La grande majorité aspire au bien-être. Et le bien-être, ce n'est pas de l'abstrait. Ce ne sont pas des propos, ce ne sont pas des discours. C'est des choses que l'on voit. Vous avez, à des endroits, des personnes qui ont attendu 60 ans avant d'avoir l'électricité, 60 ans avant d'avoir l'eau, 60 ans avant de pouvoir circuler sur des pistes rurales praticables.
Et tout ça, c'est quelque chose qui marque les communautés. Et ces éléments, je sais que les partis de la majorité ont aussi beaucoup surfé sur ça durant cette campagne électorale. Donc, pour moi, le résumé donc, de cet enjeu C52, c'est de savoir si nous aurons un Parlement qui freine le progrès économique et social, ou si nous aurons un Parlement qui permettra à ce progrès d'évoluer. C'est tout. Parce que de toutes les façons, si par extraordinaire, le Parlement tombait, je dis vraiment par extraordinaire, parce que je n'y crois pas du tout dans les mêmes positions, vous allez avoir un certain nombre d'acquis socio-économiques qui sont remis en cause, et surtout le développement qui est plombé. Peut-être même que nous allons faire une marche en arrière de plusieurs décennies encore, parce que en 7 ans de gouvernance, ce que nous avons eu, ce que nous avons gagné, ce n'est pas ce qu'un pays est capable de faire en 7 ans. En 7 ans, nous avons eu des acquis que l'on peut avoir sur des décennies. Et c'est dans ça qu'on doit se dire, quel que soit notre statut, quel que soit notre rang, quelle que soit notre position, il faut s'engager parce que, qu'on soit opposant ou nuancier, tout le monde aspire à une bonne qualité de vie. Tout le monde aspire au bien-être. Il n'y a personne qui veut la pauvreté, il n'y a personne qui veut des conditions difficiles de vie. Voilà. Alors, je pense que ça vaut bien pour la conclusion. Votre sanction ou votre approbation, on verra. Mais pourquoi vous commencez par votre sanction? Non. Votre approbation, votre sanction, c'est pas important. C'est pas important. On verra, on évaluera au soir du 8 janvier le niveau de degré de maturité bien sûr. du peuple Mais il faut que les gens se préparent à la grande désillusion parce que on verra bien. Les discours sur la fraude, non, excusez-moi. Parce que j'entends déjà de certaines personnes qui étaient surexcitées au début de la campagne des discours, des discours de défaite par anticipation. Ça fait. Non, vous savez, quand on va à une élection, il y a la psychologie du compétiteur, il y a la psychologie du concurrent. Il y a certaines choses qu'un concurrent dit qui vous montrent qu'il a déjà perdu. Lisez seulement. Analysez les discours, lisez les discours. Vous allez voir que le discours de défaite par anticipation s'entend déjà dans le rang de certains partisans de cette opposition. De toute façon, oui, j'en ai pas bien, ouais. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle, mon invité Rachid Biondo, expert en communication politique, directeur général de Africa Stratégie. Merci d'avoir venu. Oh, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Le plaisir de partager, madame.